Naître, grandir, vivre, vieillir et mourir, mais comment? Les sujets touchant à l'éthique et à la bioéthique reviennent régulièrement dans l'actualité et invitent les citoyens à s'interroger. Florence, directrice d'EHPAD, est confrontée quotidiennement à la question de la fin de vie. J'ai beaucoup de questions éthiques qui se posent au quotidien autour de la prise en charge des personnes que nous accueillons, des résidents. Parce que nous en avons beaucoup qui ont des moyens cognitifs qui sont abîmés par la maladie. Et il faut vraiment que toute la prise en charge soit faite pour que, malgré cette maladie, eh bien, la personne soit accueillie telle qu'elle est en entier, pas seulement comme un sujet malade, mais vraiment comme une personne avec ses goûts, avec ses choix, avec ses envies. Et donc, en tant que directrice, il faut vraiment que je donne cette impulsion-là, que je sois garante de cela aussi. Et donc, chaque fois qu'il y a de la prise de décision autour d'une personne, eh bien, de rappeler cela, c'est le résident qui est au centre. La décision que nous sommes en train de prendre, il faut qu'elle soit dans son intérêt. Mettre la personne humaine au centre, quoi qu'il arrive, c'est pour Florence une exigence. Comme directrice, elle n'a pas de formation médicale, alors pour mener à bien la mission qui lui est confiée, le bien-être des résidents, elle n'hésite pas à interroger le personnel soignant. Je pose beaucoup de questions aux infirmières, à l'IDEC, à la psychologue, aux soignantes, pour qu'elles me disent pourquoi est-ce qu'on agit de telle ou telle manière avec un résident. Le fait que je pose des questions, je suis un peu de temps en temps un peu candide. Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Pourquoi on ne fait pas différemment? Et parfois, ça soulève des choses. Là, je vais dans l'unité protégée. Je vais saluer les résidents, passer un petit peu de temps avec eux. Ce sont des résidents qui ont des troubles cognitifs avec des troubles du comportement associés qui nécessitent un environnement un peu plus sécurisé. Alors, tu viens? Alors moi, je ne vais pas déjeuner avec vous, mais je vais avoir la même chose pour le déjeuner. Tous les jours, Florence prend quelques minutes avec les résidents. Une manière pour elle de connaître chacun et de se mettre à leur diapason. Un petit tour de la pièce? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez comme film? Oh, les films d'amour. Ah, c'est vrai? Oui. En tant que directrice, on ne peut pas être simplement une administrative et rester dans son bureau. C'est impossible de dire qu'on veut que le résident soit au centre et ne pas le vivre soi. Pourquoi chaque membre de l'équipe se lève chaque matin? Eh bien, c'est pas pour 70 personnes âgées, c'est pour chacune des personnes de façon individuelle. Pour se former et prendre de la hauteur sur les questions bioéthiques, Florence participe avec d'autres professionnels du soin à une masterclass sciences et éthique proposée par l'Institut Jérôme Lejeune. Avec l'évolution des lois et l'évolution de la technique, les jeunes soignants se trouvent de plus en plus confrontés quand même à des choix difficiles, à des choix éthiques difficiles. Pour les aider en fait à répondre, on leur propose une formation assez large, donc à la fois avec des fondements anthropologiques, philosophiques, éthiques, la réflexion éthique, et puis avec une confrontation de ces fondamentaux éthiques avec la difficulté du terrain. Donc de bien réfléchir pour toujours savoir identifier en face de nous le patient qui est là, arrive avec quelle problématique ou dans quel état est-il, et donc quelle est, moi, comme patient, comme soignant, la meilleure réponse que je peux apporter pour être toujours à son service et au service de sa dignité pleine et entière. Pierre-Antoine et Nathalie font partie des 105 étudiants inscrits de cette 6e promotion. Ce soir-là, ils participent à un cours sur les soins palliatifs. Alors, une des grandes questions qui a agité beaucoup d'encre depuis le début du XXe siècle, c'est la question de savoir si l'alimentation et l'hydratation artificielle, ça fait partie des soins normaux ou d'un traitement médical. Alors, depuis le 2 février 2016, la loi française a tranché en faveur d'un traitement médical. Il y a quand même une difficulté à parler de traitement en ce qui concerne l'alimentation et l'hydratation artificielle. L'alimentation et l'hydratation, même artificielle, ne sont pas des médicaments en tant que tels.
Le but d'un médicament, c'est de soigner une maladie, comme par exemple des antibiotiques qui sont chargés de détruire l'effet des bactéries. L'alimentation et l'hydratation, même artificielles, ne sont que la réponse à un besoin énergétique de base, à des besoins d'hydratation, qui sont dus à toute personne humaine, qu'elle soit malade ou non. J'ai dû faire le suivi d'une personne en fin de vie, pas par ma pratique de psychiatrie, mais en fait de par mon entourage. Et j'étais contente d'avoir aussi cette année la formation du coup ici, parce que j'avais pu avoir des clés de réflexion que en fait je n'aurais pas eu puisque c'est pas ma spécialité si j'avais pas eu la formation. Et donc j'étais contente déjà de pouvoir en discuter avec les différents intervenants et aussi d'avoir pu y réfléchir au préalable, parce que quand on est confronté à la situation pratique, c'est plus difficile de réfléchir que quand on a pu y réfléchir auparavant. Ces questions de la fin de vie des patients, on peut y répondre d'un point de vue médical sur ce qu'on nous a appris, les études qui nous ont formés, qui nous permettent de lui répondre. Mais justement, la masterclass nous permet de répondre de manière un peu plus vaste, un peu plus large, et de pouvoir apporter des réponses, même si elles ne sont jamais parfaites. On reste humain et on essaie de s'adapter à chaque cas qui est unique. Mais la réflexion est plus fondée, plus basée, et nous permet de mieux encadrer ces questionnements, que ce soit des patients ou de la famille. Durant 6 mois, 74 heures de cours sont dispensées en présentiel ou e-learning par des médecins, des avocats ou des universitaires. 2 journées sont également proposées avec la présence des anciennes promotions. L'occasion d'échanger sur la manière dont chacun a pu s'approprier la formation dans son milieu professionnel. Dans ma pratique de sage-femme, on est obligé de proposer systématiquement le dépistage de la trisomie 21 aux patientes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le dépistage c'est obligatoire et pas facultatif. Donc il y a beaucoup de cas pratiques de savoir est-ce que c'est éthique de dépister et si oui, qu'est-ce qu'on fait du dépistage, comment on présente la trisomie 21 aux gens pour qu'ils puissent avoir un vrai choix. J'ai fait la masterclass pour pouvoir rencontrer des gens qui se posent les mêmes questions que moi, pour me sentir moins seule et pour pouvoir débattre. Dans nos formations, on a plutôt tendance à nous apprendre les conclusions auxquelles on arrive à travers l'histoire de la pensée, alors que là, de déconstruire la pensée, de nous montrer comment on en est arrivé à ça, ça donne le droit de dire, en fait, à tel moment, à telle bifurcation, moi, j'étais pas d'accord. Oui, après, c'est l'aspect surtout pluridisciplinaire, vraiment, de cette formation qui fait que c'est intéressant et que c'est enrichissant. C'est vrai qu'on y arrive toujours avec un point de vue où on se dit, il y a tel domaine qui m'importe, et finalement, c'est le côté très pluridisciplinaire qui fait qu'il y a plein de choses qu'on découvre et qu'on ne s'attendait pas à voir. C'est pas juste le point de vue d'un médecin, c'est pas juste le point de vue d'un philosophe, c'est vraiment un point de vue un peu à 360 en fait de tous les aspects qu'on n'avait jamais pensé quoi. Enfin, je trouve. Moi je pense que la masterclass ça m'a aussi donné de l'assurance et de la souplesse dans ce débat pour pas me crisper sur des positions que je peux avoir ou que j'ai pu entendre ou voilà, mais vraiment de rentrer dans un vrai dialogue avec les gens et de pouvoir échanger posément en fait sans se stresser de ces débats qui sont parfois un peu compliqués à avoir. Depuis 2017, l'Institut Jérôme Lejeune a formé près de 800 personnes originaires de 12 pays. À travers cette formation pluridisciplinaire, Florence, Emmanuel, Pierre-Antoine ou Sophie ont pu trouver des clés de compréhension et poursuivre un dialogue sur les enjeux bioéthiques qui traversent la société.